Otep à toutes et à tous, bienvenue dans Teouti Sekem, la chaîne YouTube de la conscience éclairée, du réveil des savoirs et de la spiritualité enracinée. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page avec un nouveau thème, un thème essentiel à toute quête intérieure et extérieure. Qu'est-ce que le bien-être? Qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, ce n'est pas un luxe, c'est un état d'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Comme le disait Pétaotep, un sage, celui qui apaise son cœur et nourrit sa pensée se rapproche des dieux. Dans une société où le stress, les tensions et bien sûr les déséquilibres s'intensifient, il est urgent de revenir sur nos repères. Pour Aristote, le bien-être était le but suprême de la vie humaine. Et pour notre savant tchèque Anta Diop, la santé mentale et physique d'un peuple dépend de son enracinement culturel. Le bien-être est donc à la fois personnel et collectif, spirituel et social. Faire une lecture de ce thème, c'est explorer les dimensions du bien-être selon la tradition africaine, les liens entre bien-être et équilibre spirituel et surtout, comment retrouver l'harmonie dans notre quotidien. Accrochez-vous, ça va déménager. Cette production en ses contenus qui restaure notre identité et notre conscience. Alors soutiens-nous, abonne-toi à la chaîne Teouti Sekem, active la petite cloche qui s'affiche souvent, partage tout autour de toi et si tu peux, apporte ton soutien matériel ou moral à la production de Teouti Sekem en réagissant au plus 237 6 55 74 27 84 ou au plus 237 6 76 40 74 40. Alors le thème qui nous réunit en ce jour, qu'est-ce que le bien-être? Otep frère. Otep Kaliama Tomba. Maman connaît le bien Amatan Abondiut, Amina Seminasi. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Bonjour. Bonjour et surtout bienvenue frère Todd. Aujourd'hui nous abordons une question essentielle. Qu'est-ce que le bien-être? Un thème souvent galvaudé, il faut le dire ainsi, réduit à une image de confort matériel ou de luxe, entre guillemets, occidental si vous le permettez. Mais en vérité, dans la sagesse africaine, le bien-être est un état sacré, un équilibre énergétique, une harmonie intérieure. Avant d'y arriver, frère Todd, posons déjà les bases. Qu'est-ce que le bien-être? Le bien, d'abord. Le bien, c'est quelque chose qui relève pas d'un état, mais d'un avoir. C'est-à-dire d'une possession. Oui. Voilà, d'une propriété. Voilà l'expression appropriée. Et le bien relève d'une propriété. Donc, si je dis j'ai des biens, ça veut dire que, par exemple, j'ai le terrain, j'ai la maison ou les maisons, j'ai des plantations, j'ai des usines. Voilà. Ou alors mon sac, mon téléphone, mon téléviseur, ma caméra. Oui. En plus aussi, la progéniture, les enfants, la famille, ce sont des biens. Donc, ce qui fait qu'on se sente à l'aise en soi, c'est ça qu'on appelle un bien. Ce qui fait qu'on se sente à l'aise en soi, c'est ça qu'on appelle un bien.
le bien n'est pas seulement la possession, mais le bien va aussi transiter de manière plus approfondie vers un état. Par exemple, la santé est un bien. Voilà, être en bonne santé, c'est être bien, se sentir bien. Donc le bien, à ce moment, n'est pas seulement limité à la possession. Le bien maintenant transcende la possession, l'avoir, les choses extérieures, pour entrer maintenant dans un état intérieur. C'est-à-dire en santé mentale, en santé physique. Ça veut dire que je suis bien. Donc, il y a ce qui nous satisfait, oui, et il y a ce qui nous met en équilibre avec nous-mêmes et qui nous met en état de satisfaction en nous-mêmes. Voilà, on appelle ça l'autosatisfaction en soi-même. Voilà ce qu'on peut considérer comme bien. Maintenant, le bien ultime, oui, c'est un bien qui doit être permanent. Et pour que ce bien soit permanent, il faut qu'il soit connecté à l'être et à la vérité. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne le bien. Alors, l'être en général, qu'est-ce que c'est? L'être, tout simplement, est la force intelligente qui repose en elle-même. De manière triviale, l'être, c'est la vie. Parce que l'esprit vit autant que les corps vivent. Mais le corps vit en tant qu'animé par l'esprit, qui est la vie par excellence. C'est-à-dire cette force intelligente qui est capable d'agir par elle-même, de s'orienter elle-même et d'accomplir elle-même son destin. C'est ça que nous entendons par être. L'être est donc, dans le sens transcendantal, la grande force intelligente qui repose en elle-même, mais lorsqu'elle se met en mouvement, elle manifeste une multitude de vibrations, une multitude de rayons, net comme le soleil émet plusieurs rayons, et ces rayons se cristallisent pour prendre des formes diverses, des formes diversifiées, c'est-à-dire les humains, les chèvres, les lions, les mille pattes, les faucons, les perdrix, les manguiers, les avocatiers, la Terre, Jupiter, Mars et tout ça. Donc, ce sont les multiples rayons de l'être, mais dont chacun vibre à une fréquence vibratoire et est situé à un degré d'intelligence bien spécifique. Et donc là, on parle du niveau d'intelligence et par ricochet du niveau de conscience. En cela, l'être non seulement manifeste la multitude en formant la multitude, mais aussi en animant cette multitude et en plus en informant cette multitude. Nous avons trois éléments qui surgissent ici, les trois fonctions de l'être. Un, la manifestation, d'abord, c'est même quatre fonctions. La manifestation, la formation, l'animation et l'information. Donc cette information relève donc de ce que nous entendons par pensée, raison, raisonnement, intelligence, discernement. Hein? L'animation relève de ce qu'on appelle vibration, énergie. La formation relève de ce qu'on appelle, bref, la formation, tout le monde comprend l'expression formation, le fait de donner les formes à chaque réalité spécifique pour que chaque réalité apparaisse à partir de sa propre essence, qui est son dessein, son sens d'existence. Et à la base, il y a donc la manifestation. Cette manifestation qui est le dévoilement de l'être. Donc c'est la première nature de l'être. L'être est voilement en tant que force intelligente qui repose en elle-même. Et l'être est dévoilement en tant que l'éclatement des rayons, des ondes et des vibrations qui éclatent en lumière. Et cette lumière qui, via ses multiples colorations et via les dessins D-E, 2-S-E-I-N de l'être, les dessins de l'être, donc chaque dessin prend une figure particulière qui peut devenir une figure de lion, une figure de chèvre, une figure de manguier, une figure de... Voilà. Et une fois cette forme apparente apparaît, cette forme cache un caractère, un tempérament et cache un destin qui doit s'accomplir. Et donc la forme elle-même doit se cristalliser via la diminution des fréquences vibratoires, partant de la dimension la plus accélérée vers la dimension la moins accélérée qui nous plonge dans le monde de la matière. Parce que le monde de la matière est le monde des vibrations les plus basses et les plus lentes. Donc, l'être, comme je l'ai dit, est donc cette force intelligente qui repose en elle-même. Mais qui, lorsqu'elle se dévoile, elle dévoile le multiple. Et elle forme donc
chaque élément en fonction de son sens d'existence, en fonction de sa nature, et informe, anime chaque réalité et informe chaque réalité. Voilà ce que nous entendons par l'être. Alors on vient de définir ce qu'on entend par le bien et par la suite c'était l'être. Maintenant les deux combinés, qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, c'est un bien qui est ajusté à l'être, qui est adossé à l'être, qui s'appuie sur l'être. Parce que le bien ne peut être bien, c'est-à-dire que ce soit un état de possession, que ce soit un état, que ce soit en situation de possession, que ce soit en situation d'état, c'est-à-dire la manière dont je me sens, la manière dont je suis, ne peut avoir sens que si l'être est. Donc, le bien ne doit pas être quelque chose qui plane. Le bien est bien pour un existant. Marthe est une existante. Moi, je suis un existant. Le frère Souvier est un existant. Toi qui m'écoutes là, tu es une existante ou un existant. Mais l'existence elle-même surgit de l'être. C'est à partir de l'être qu'il y a de l'existence. La différence entre l'être et l'existence, c'est que ce qui existe est ce qui est sensible, ce qui est visible, ce qui est audible, ce qui est perceptible. Voilà. Et donc, ce qui entre dans l'univers de la sensibilité. C'est ça, ce qui est palpable. Quand on dit quelque chose existe, voilà les éléments. Maintenant, quelque chose est. Parce que, en fait, ça relève de la présence. Oui. La présence est la situation de non-manifestation, mais qui présage une possible manifestation. C'est l'état où, pour que les choses existent, il faut qu'il y ait une force qui repose en elle-même dans le silence. Et pour que cette force fasse preuve de son existence, il faut qu'elle se mette en branle via les vibrations. Et il faut qu'elle éclate en lumière. Et il faut que, via cette lumière, les formes commencent à se manifester. Oui. Voilà donc la différence entre être et exister. Et donc, le bien doit être adossé à l'être. Pour que ce bien soit d'abord réel, et en plus pour que ce bien soit perpétuel. Otep, frère, nous allons bien sûr poursuivre. Alors on parle beaucoup de bien-être comme un produit à consommer. Ça peut être le spa, ça peut être le yoga, pourquoi pas les huiles essentielles, etc. Mais le bien-être véritable ne s'achète pas, il se cultive. On va bien sûr prendre notre toute première partie. On va parler de ce bien-être en qualité, comment est-ce que l'homme vulgaire ou bien le profane conçoit ce qu'on appelle le bien-être. Quelle est la conception vulgaire du bien-être? La conception vulgaire du bien-être, ce sont des conceptions que tout le monde connaît. C'est-à-dire, même la personne la moins réfléchie, hein, quand tu vas lui demander qu'est-ce que le bien-être, elle va te donner des éléments de ce bien-être. Et je pense que tu as pu répertorier quelques-uns de ces éléments-là. Ah oui? Voilà. Même l'homme, ma vieille maman du village, qui est déjà vieille, qui n'est pas allée à l'école, qui vit de l'agriculture et tout ça. Même le pousseur, celui qui fait le pouce-pouce en route, qui pousse les brouettes, même celui qui porte les charges sur la tête, hein, qui fait des transactions, qui charge les camions, pour lui, il a une définition du bien-être. Même le pire des analphabètes va te donner sa conception du bien-être. Donc, chaque personne a une perception du bien-être, mais il y a une conception assez globale et vulgaire du bien-être, c'est-à-dire une conception, quand je dis vulgaire, ça veut dire quel que soit le niveau de conscience, quel que soit le niveau d'intelligence, quel que soit le niveau de culture, chaque personne dira quelque chose approximativement par rapport à elle, qu'est-ce que c'est que le bien-être. Donc, je ne sais pas si tu as eu à répertorier certains éléments en rapport avec le bien-être, en ce qui concerne le sens vulgaire, le sens commun du bien-être. D'accord, ça a été fait et vous pouvez être rassuré. On va d'abord prendre le premier élément qui est le plaisir. Parce que tout le monde, tout être connaît ce qu'on appelle le plaisir. Le plaisir comme élément du bien-être, qu'est-ce que c'est? Le plaisir, effectivement, est quelque chose de commun même aux autres animaux. Hein. Le fait qu'un animal aille s'accoupler avec un autre, le fait qu'un animal cherche à se nourrir et à se protéger. Et bon, généralement, se nourrir et pratiquer la sexualité. C'est ça qui est commun chez les animaux.
Et donc, ça relève du plaisir. Dans l'alimentation, en mangeant, il y a certaines plantes et certains fruits que, par exemple, les singes raffolent. Donc, les singes raffolent. Et il y a d'autres fruits qu'ils mangent, mais il y a des fruits particuliers dont les singes raffolent. Il y a un type de chair dont les animaux carnivores raffolent. Par exemple, le lion a sa chair préférée. Donc, nous ne sommes pas dans le monde des lions. Peut-être les gens qui font dans la zoologie, qui ont observé les lions, ils vont se dire que les lions préfèrent une certaine chair en particulier. Oui. Donc, en réalité, même les oiseaux, les oiseaux ont leurs graines qu'ils préfèrent. Chaque homme a son repas préféré. Donc, maintenant, la sexualité est commune chez tous les animaux. Même les plantes pratiquent la sexualité. Donc, le plaisir est d'abord même le fondement, puisque le plaisir tire sa source de la sensibilité. Et la sensibilité qui engendre les désirs. Et les désirs maintenant accomplis génèrent des plaisirs. Lorsque le désir accompli génère des plaisirs. Donc, le plaisir est le premier élément partagé par tous les existants en ce qui concerne la notion de bien-être. Voilà ce que je pouvais dire en rapport avec le plaisir. Alors, on va poursuivre avec un autre élément de ce bien-être, la richesse matérielle. Effectivement, la richesse matérielle est aussi l'élément le plus séducteur. Nous allons voir qu'un très large pourcentage de l'humanité est convaincu que lorsqu'on a beaucoup de millions ou beaucoup de milliards dans les comptes bancaires et on a des hectares et des hectares, des milliers d'hectares de terrain, qu'on a des dizaines d'immeubles et de villas, qu'on a des industries, effectivement, on va se dire qu'on est dans le bien-être. Donc, tout le monde va se battre par conséquent à s'enrichir partout, quels que soient les moyens, que ce soit par les détournements de fonds, que ce soit par le trafic d'ossements humains, que ce soit par les pratiques d'homosexualité, de pédophilie, que ce soit par le trafic d'organes, que ce soit par les réseaux de prostitution, que ce soit par, que sais-je, j'ai déjà parlé des détournements de fonds, les agressions, les braquages, hein, le vol et tout ça. Donc, que ce soit même par l'agressivité, le fait d'aller arracher par la force, au nom d'une certaine autorité que nous avons, les terrains des gens, arracher leurs maisons et arracher même leurs femmes. Donc, à un certain moment, le bien-être matériel est la plus grande hantise d'une large majorité de la population humaine actuelle, surtout à notre époque. Tout le monde, presque tout le monde, et à quelques rares exceptions, si on a 1 million de personnes, on risque de trouver à peine 2 ou 3 qui peuvent faire exception en disant que la richesse n'est pas forcément, le bien-être n'est pas forcément la richesse matérielle abondante. Parce qu'il faut avoir quand même un moyen, un strict minimum qui nous permet de survivre. Mais l'excès, à un certain moment, les gens estiment que plus tu accumules des millions, plus tu accumules des milliards, plus tu accumules un bien-être. Plus tu as des immeubles partout dans le monde, plus tu accumules un bien-être. Donc, autant tu es riche dans leur conception de vie, autant tu es riche matériellement parlant, financièrement parlant, autant tu es bien heureux. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on voit beaucoup de riches, beaucoup de milliardaires, quand on les voit, apparemment, ils donnent la bien-être extérieur. Oui. Mais intérieurement, ils sont rongés par toutes les contraintes qu'ils subissent, qu'ils ou elles subissent, par tous les sévices corporels, par tous les traumatismes psychologiques et par toutes sortes de conditionnements qui parfois même empiètent un impact sur la famille et la progéniture. Donc à ce moment-là, on se pose bien la question, on a autant de milliards, mais alors, est-ce qu'on est vraiment heureux dans tous ces milliards? Ce sont les autres qui nous voient dans des gros véhicules, dans des grosses villas, etc. Mais il suffit de venir passer quelques instants auprès de ces personnes pour découvrir leur véritable état intérieur.
Il suffit de faire une observation autour de ces personnes pour constater qu'effectivement, il n'y a pas la joie autour d'eux. Au sein de la famille, il n'y a pas la joie. Et tout ça. Donc, à un certain moment, ce type de bien-être lié au matériel, aux finances, aux milliards, aux immeubles et tout ça devient problématique. On se pose donc la question, le bien-être est-il forcément relatif à la richesse matérielle, au temple? Alors, frère Todd, quand on sait que dans nos sociétés, que ce soit les sociétés anciennes ou bien les sociétés actuelles, le pouvoir, la domination a toujours régné, est-ce qu'on va toujours classer ça dans le bien-être? Justement, certains, dans le pouvoir c'est l'ensemble des responsabilités ou des titres ou des moyens financiers ou alors même de la force physique, parce que le pouvoir rassemble plusieurs choses. Le pouvoir il y a d'abord la force physique, il y a le pouvoir financier, il y a le pouvoir institutionnel, c'est-à-dire les titres de responsabilité. Maintenant, il y a aussi le pouvoir mystique. Voilà, tu comprends? Il y a aussi le pouvoir psychologique. Voilà. Donc, nous voyons plusieurs éléments qui entrent dans le pouvoir. Imaginons donc un homme qui rassemble en même temps le pouvoir mystique, le pouvoir psychologique, le pouvoir financier et le pouvoir institutionnel, ainsi que la force physique. Cet homme, à ce moment, a tous les arguments qui lui permettent de dominer. Or, la domination, c'est la réduction des potentialités, la réduction de la dignité de notre prochain, que ce soit un animal ou que ce soit un humain. C'est la réduction de sa dignité. Et la subjugation, bon, quand on dit domination, les gens comprennent mieux. Quand ils veulent encore dire subjugation, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire le fait de réduire l'autre, de vouloir rabaisser l'autre et de vouloir rendre l'autre esclave de soi. Parce qu'il ne faut pas qu'à un certain moment, pendant qu'on va expliquer, on complique encore les choses. Il faut rester terre à terre, parce que ceux qui nous écoutent, ce n'est pas tout le monde qui a... Facile. Voilà. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'est la volonté de montrer à l'autre qui ne vaut rien. Et ça, la plupart de ceux qui ont la prétention d'avoir le pouvoir financier, le pouvoir physique, la force physique, le pouvoir mystique et tout ça, ces gens, quand ils voient les autres en face, ils ont toujours l'impression d'être supérieurs à eux. C'est-à-dire que même l'humanité de l'autre n'a aucune valeur. C'est le statut qu'on s'imagine ou le statut qu'on occupe ou qu'on a nous donne la possibilité de vouloir réduire et ridiculiser l'autre. Voilà. Nous allons donc observer cette volonté de domination chez les hommes qui veulent dominer les femmes. C'est-à-dire que l'homme veut montrer qu'il est fort physiquement et qu'il est capable d'imposer la discipline par cette force-là. Moi, je dis la force ne doit pas toujours être le recours. Encore que la notion de domination n'est pas l'idéal dans la pensée africaine. Lorsque l'homme parfois recourt à la force physique face à la femme, c'est peut-être lorsque la femme est passée d'injure à injure jusqu'à atteindre un certain seuil d'injure. À ce moment, l'homme, peut-être qu'il ne veut pas trop bavarder, qui va arrêter ça immédiatement, est donc obligé de discipliner la femme. Bon. La femme elle-même, elle sait d'abord qu'elle ne peut pas faire la force. Donc, les disputes, les engueulades, les injures, c'est pas bon. La deuxième possibilité qui peut amener l'homme à porter la main sur la femme, c'est lorsqu'elle est la première à lever la main sur l'homme. Voilà. Imagine-toi une femme qui insulte tes parents. Bon, ça c'est pour une catégorie de personnes, hein. Pas Oui. Pour dire que l'exemple que vous venez de prendre, ça c'est pour une Voilà. catégorie de personnes. Voilà. Imagine-toi une femme qui insulte tes parents. Je ne vois pas quel est l'homme qui va supporter ça. Puisque même cette femme, si tu insultes les parents de cette femme, si tu arrives à ce niveau, elle va partir. Bien sûr. Elle ne peut pas. Parce qu'une femme
dont on insultait des parents. Elle n'a plus une dignité. Et moi, j'encourage les femmes. Le jour où l'homme insulte tes parents, plie tes choses, tu t'en vas. Parce que moi, je n'irai jamais jusqu'à aller insulter les parents d'une femme. Voilà. Donc, il est important de le dire. Il est aussi vrai que parfois, il y a des hommes qui sont crus, qui sont brutaux par les mots. Et le fait de brutaliser la femme par les mots, parfois, c'est plus violent même que lui administrer une gifle. Oui, ça la blesse, ça la déchire de l'intérieur et ça peut aussi l'amener à aller dans les extrêmes. C'est-à-dire à aller à traverser, c'est-à-dire la ligne rouge. Donc là, ça peut aussi se comprendre. Hein? Parce que parfois, quand l'homme pose aussi l'acte, si ça arrivait que c'est toi qui as commencé à la blesser avec les mots et qu'elle n'est pas faite en pierre. Je vais parler en langue, on dit souvent voilà. Elle n'a pas un cœur fait en pierre. Donc tu ne peux pas passer le temps à déchirer la femme avec des paroles acerbes, humiliantes et violentes. Hein? C'est plus violent que la gifle que tu vas lui administrer. Et ça laisse des séquelles mentales. Si cette femme t'aime, il sera très difficile pour elle d'oublier. Mais si elle t'aime vraiment, elle va passer l'éponge. Surtout si tu as changé, si tu t'es amélioré. Elle va dire, ok, ça a été un épisode dans notre vie. Maintenant qu'il s'est amélioré, il ne me parle plus très mal. Et parfois, il peut se fâcher. On va toujours se fâcher, ce qui est sûr. Mais si on s'est rectifié, on a dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus utiliser les paroles, employer des paroles blessantes à l'endroit de ma femme que j'aime. Ma mère, c'est ma mère qui prend soin de moi. Quand je dors, parfois elle se lève et pas uriner. Moi je suis là, je suis en train de ronfler. Elle peut faire de moi tout ce qu'elle veut. Quand elle cuisine, elle peut faire de moi tout ce qu'elle veut. Hein? Donc, la femme est le plus grand secret de l'homme. Donc à un certain moment, l'homme aussi doit corriger ses mauvais caractères. Voilà. L'homme doit corriger ses mauvais caractères. Par conséquent, la notion de domination est contrebalancée dans la pensée africaine par la notion d'harmonie. C'est-à-dire, l'Africain ne cherche pas à dominer, mais l'Africain, fondamentalement, cherche toujours à établir l'harmonie. D'où le sens d'hospitalité fondamentale de l'Africain. L'Africain, à l'origine, est accueillant. Je me souviens, dans nos villages, il y avait toujours un régime de bananes. Il y avait au carrefour, dans un carrefour, il y avait toujours une cruche d'eau. Pour que même dans les champs, pour que quand l'étranger passe, il puisse cueillir quelques doigts, qu'il puisse se désaltérer et qu'il continue sa route. Parfois, quand c'est difficile, la personne a beaucoup marché, elle peut faire escale chez quelqu'un, et puis on reçoit la personne, on lui donne de l'eau à boire, on lui donne à manger, et si la personne a encore une longue distance à parcourir, elle peut d'abord passer une nuit de repos, ou alors quelques jours de repos avant de reprendre le chemin. À l'époque, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les voitures et les trains, hein, même chez les Occidentaux. Il ne faut pas faire comme si les avions ont toujours été là-bas éternellement. Eux-mêmes, à un certain moment, ils marchaient à pied. Ah oui. Tout récemment, hein, avant le siècle des Lumières, ils marchaient à pied. Soit c'était sur les chevaux. Nous-mêmes aussi, on avait les chevaux ici. Voilà, donc, on rentre dans la base de la société. Voilà. Parce que les gens sont enfermés dans la modernité, ils croient que l'humanité a commencé avec ça. Voilà. Donc, en réalité, le sens d'hospitalité de l'homme noir, à l'origine, est le sens de la volonté de créer toujours l'harmonie autour de soi. Donc, la notion de domination est la notion des peuples prédateurs et des peuples qui transgressent les lois de l'univers et qui veulent ridiculiser les autres humains. Donc, l'homme qui veut dominer la femme, nous mettons la croix dessus. Maintenant, nous voyons dans nos administrations, quelqu'un est directeur. Comme il est directeur dans un poste, il veut abuser de toutes les femmes qui sont là. Que cette femme soit célibataire ou mariée, il est sur ça. Hein? Moi, j'étais dans une boîte à l'époque, dans une société, un média, où le leader, le fondateur de ce média disait, consommons, je ne vais pas dire, bon, si je dis par exemple que le nom de la société, donc si je dis par exemple Théotis Sekem, et que à Théotis Sekem, j'ai 1000 employés. Parmi ces 1000 employés, j'ai 300 ou 400 femmes. Je dis donc,
consommons Teoti Sekem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pilonnons-nous entre nous. Ça veut dire que ce soit les femmes des gens mariés, on s'en fout. Que ce soit les maris, des femmes, on s'en fout. Voilà le slogan que quelqu'un peut employer dans une société, dans une culture. Hein? Cela relève d'un degré d'immoralité incroyable. Hein? Et d'un sens de perversité intolérable. Voilà. Comment on peut dire consommons Teoti Sekem? Donc, la Mahat comme Mahat est là. C'est-à-dire que moi, le Bantou, le Kamit, qui prône les valeurs traditionnelles africaines, je me retrouve en train d'aller dire à Mahat que tu es même marié. Même si tu es marié, ça fait quoi? Toi, tu sais qu'il fait quoi dehors? C'est celui qui a les petites dehors. Hein? Est-ce qu'il saura que quelque chose se passe entre toi et moi? Est-ce qu'il y a le compteur? Est-ce qu'il y a le compteur? Est-ce qu'il a le compteur? Il va voir ça comment. Hein? Donc, ça se passe ni vu ni connu. Donc, nous, entre nous là, hein? On fait ça dans la discrétion. Voilà. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'accomplir le désir. Et ça revient au plaisir qu'on a nommé la recherche du plaisir. C'est-à-dire que la recherche du plaisir devient comme une dope, une drogue, qui ne tient plus compte des limites morales, de la délimitation comportementale qu'un individu doit avoir vis-à-vis des autres. C'est-à-dire le respect des femmes mariées ou des fiancés des gens. Encore même que certains vont plus loin. Ils conditionnent ces femmes. C'est-à-dire qu'il organise un voyage avec son staff. Comme depuis, il fait des trucs, tu ne comprends pas ce qu'il veut te dire. Il dit que bon, maintenant, mettez Mahatongba dans parmi les gens, la liste des gens que je vais amener à Pékin, en Chine. Donc, quand Mahatongba arrive à Pékin là-bas, qu'est-ce qui se passe? On récupère d'abord les passeports de tout le monde. Donc, Mahatongba ne peut plus rentrer au Cameroun. Donc, Mahatongba est dos au mur. Après, on dit que Mahat, il y a un appartement qu'on a loué pour toi là-bas. Bon, il y a quelqu'un qui va te visiter, qui va passer et te rendre visite. Donc, Mahat part s'installer à l'appartement, tout angoissé. Elle n'a plus son passeport, même le téléphone, elle n'a plus pour appeler les gens. Donc, Mahat est là, seul. Après, le soir, elle entend seulement prac, 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 prac. C'est le DG qui entre. Et il entre, il y a des gens qui sont venus avec du whisky, des trucs qui viennent déposer, faire le décor de la table. Ah, bonsoir Matt, ça va? Bienvenue à Pékin. Ça va bien se passer notre séjour à Pékin. Voilà, Matt a déjà tout compris. Elle ne peut aller nulle part, puisque là, elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de passeport, elle n'a pas de carte d'identité. Elle est obligée de s'asseoir là. Après, maintenant, il faut venir me rejoindre ici à table. Mahat est obligée d'aller manger parce qu'elle a faim. Elle n'a même pas d'argent. Elle mange et elle sait ce qui l'attend après. Un pilonnage cosmique. Et c'est comme ça qu'on initie Mahat à la perversité. Ah oui. Elle aura goûté à ça, elle aura pris goût et elle aura découvert que mais, il y a quand même, le boss là pilote quand même bien. Hein? Par rapport au Boudman qui est à la maison, qui me perd le temps, finalement, c'est intéressant. Elle dit que c'est intéressant. C'est comme ça que du retour de Pékin, Mahat est devenue un métamorphosé, elle est devenue un caméléon. Mahat, les limites morales qui canalisaient le comportement de Mahat sont battues en brèche. Mahat ne peut plus raisonner comme la femme qu'elle était il y a de cela 2 jours ou 1 semaine. Mahat est déjà une autre personne. Et alors, l'aventure avec le boss se poursuit. D'autant plus qu'elle a déjà des bonnes prérogatives, des avantages de service, des augmentations de salaire, des faveurs. Et alors, Mahat devient une reine. Donc, son mari même est étonné de cette transformation subite. Quand il pose les questions, Mahat dit que mais tu vois le travail. J'ai fait l'école pour travailler, tu vois que ça nous fait un bon rendement et tout ça. Si elle aime son mari, hein, parce que si elle a déjà pris le goût chez le DG là-bas, le mépris va s'installer à la maison. Le mépris s'installe à la maison. Quand son mari va me l'approcher, dit que non, j'ai d'abord besoin de distance. Donne-moi un peu. Tu sais que je travaille beaucoup. J'ai besoin d'espace. Hein? Donne-moi un peu de l'espace. Depuis quand tu as besoin de l'espace? J'ai un rapport très urgent à faire. Voilà, je suis fatigué. Voilà, donc les choses bizarres commencent déjà à la maison.
Mahad rentre à des heures tardives. Mahad rentre, elle va toujours te dire, non, j'étais au cabinet du boss et tout ça. Et elle te dit ça, tu ne comprends rien. En fait, parfois, elle te passe le message de manière inconsciente. Elle-même ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Mais l'homme qui n'est pas attentif ne saura même pas ce qui se passe. C'est tôt ou tard qu'un jour, Mahad va commencer à dire à son mari que tu me sers même à quoi, hein? Je suis une femme indépendante. Je me suffis. Tu m'apportes quoi? Et tout ça. Voilà, c'est comme ça. Ça avait commencé à Pékin. Maintenant, c'est arrivé à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire que le pouvoir institutionnel, les titres, confèrent des libertés et des possibilités aux gens de pouvoir dominer sur les hommes. Et les hommes ne s'arrêtent pas seulement sur les femmes. Ils montent maintenant, ils prennent maintenant en assaut les hommes. C'est-à-dire que son pouvoir là, comme il a déjà réussi à avoir la femme de telle, la femme de telle, la femme de telle, la plus belle femme de la boîte, la plus belle soeur. Il dit que ça ne suffit pas maintenant, je vais passer sur les hommes. Comme on leur a dit que le pouvoir est là-bas, dans le rectum. Il prend maintenant alors, il commence d'abord par les hommes faibles. Et les gens qui sont un peu forts de caractère constatent que les gens, à peine ils viennent d'arriver, ils commencent à gravir les échelons. Ils disent que mais, moi je suis ici depuis 10 ans, il ne fait que traîner, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un jour que quelqu'un lui dit qu'il faut approcher le boss. Il faut aller causer avec le boss. Il est très réceptif, il t'apprécie beaucoup, mais il trouve que tu es trop réservé. Il faut l'approcher. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis c'est quelqu'un de très généreux. Hein? Oui, il faut l'approcher. Donc, à un certain moment, comme tu es traumatisé, que depuis 10 ans tu es sur place, quand tu arrives là, il commence d'abord à t'injecter des petits trucs, puisqu'il sait que tu n'es pas très facile, à t'injecter des petites faveurs. Là. Après, maintenant, il t'envoie en mission. Quand tu reviens, peut-être tu as eu une enveloppe de 500 000. Quand tu rentres là, tu es un peu content. Donc, on te met d'abord dans un petit confort pour voir ton degré de résistance et ton degré de lucidité et ton degré d'intelligence. Donc, on te met dans ce confort. Voilà, temporel. Quand tu prends goût, hein, une fois que tu as pris goût, tu commences donc à dire que bon, là maintenant, je pense que je peux commencer à obéir au boss. Quand le boss dit, viens me voir à 20h, tu es là. Viens me voir à 21h, tu es là. À partir de ce moment, il commence à te parler. Il ne te parle plus à distance, il te parle maintenant, il te touche. Comme ça là. Mais, dis donc, tu es très chaleureux, hein? Tu dégages une forte énergie. C'est comme ça que ça commence. Si tu n'es pas une personne avertie, tu ne comprends rien. Et tout ça. Et après maintenant, ce n'est plus ça. C'est qu'à chaque fois qu'il s'assoit avec toi pour causer, sa main est là. Elle dit, il te présente à ses collègues, il dit que ce monsieur est un brave monsieur. Vraiment, il a travaillé depuis des années avec moi. Je pense qu'il mérite mieux. Et tout ça. Après un jour, maintenant, tu arrives. Et tu es là, tu dis que, ah non, vraiment, le boss, il m'aime beaucoup. Hein. Il est trop attaché, attachant. Et tout ça. C'est comme ça qu'un jour, dans le boss dit qu'on va travailler à 21h. Voilà. C'est comme ça, introduction au pilonnage gnostique. Voilà. Donc le jour là, tu arrives, il te saoule d'abord bien avec le whisky, puis tu bois avec le boss. Hein, c'est un privilège. Tu bois avec le patron. Tu manges sur la table du patron. Donc, c'est comme ça qu'il te dit que bon, mon frère, comme tu vois là, chaque chose a une contrepartie. Tu vois que moi, où je suis arrivé, j'ai dû faire certains compromis. Donc il faut comprendre la vie. Il faut donner aussi il faut apporter quelque chose. Dire que mais j'apporte de mes services. Dire que non, mais ils sont nombreux qui chôment là-dehors. On peut recruter le monde. Si toi tu as eu la possibilité d'avoir le boulot, la chance d'être recruté, hein, il faut comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a quelque chose en retour. Tu rentres à la maison le jour là, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il y a en retour? Qu'est-ce que je peux donner en retour? J'ai déjà tout donné au niveau professionnel. Tu repars le voir maintenant, tu dis que patron, je ne comprends pas. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous me proposez donc que je puisse donner en retour? Bon, tu vois, tu es un bel homme, hein, tu as beaucoup d'énergie. Si tu partages un peu de cette énergie avec moi pour me permettre de bien faire mon boulot, tu vois, j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai besoin d'être aussi un peu ravitaillé de temps en temps. Il dit que je vais te ravitailler comme là, mais tu connais plus, tu connais. Il dit que bon, viens d'abord t'asseoir là. Après, maintenant, les caresses commencent. C'est parti. Tang! Le zoltan est entré. Voilà, c'est comme ça que l'ombudsman qui a pris goût
le Mbutuku qui a pris goût dans les bureaux UP avec la clim et les grands bureaux avec et tout ça. Les petits voyages avec les enveloppes d'1 million, 2 millions. Il est entré dedans. Voilà. Mais quand il voit qu'il commence le truc là, quand il veut te parler, il veut te toucher, tu recules d'abord. Tu t'assois, tu fais comme si tu veux bien t'asseoir. Tu recules, il comprend rien. Parce que c'est un langage, c'est un message que tu lui passes. Que je ne suis pas. Ne fais pas ça. Avec moi. Hein? Après maintenant, il voit que bon. Après maintenant, il dose encore les faveurs. Quand il dose les faveurs comme ça, maintenant, il va voir maintenant. Après, il commence à t'inviter à des heures tardives. Il t'invite quand tu es wise, intelligent. Tu ne pars pas. Tu pars faire quoi? Mais sauf que c'est le DG. Quand le DG attends, quand tu parles de... Tu connais... Est-ce que tu sais que moi j'ai démissionné des postes de responsabilité? J'ai été consultant dans plusieurs sociétés. J'étais consultant, j'ai démissionné. Quand je sens qu'il y a déjà des choses bizarres, je ne suis pas là, je ne suis plus là. Dès que vous organisez des rencontres les samedis, vous n'allez jamais me voir là-bas. Jamais. Les histoires que chaque samedi, on va aller faire le sport avec le patron. Vous n'allez jamais me voir, puisque c'est ce qui se passe après. Après, vous allez vous rencontrer, vous allez commencer à parler. Et là, bon, toi, tel, machin, il faut venir me voir tel jour. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a un ensemble de comportements qu'une personne intelligente et avertie peut déjà détecter. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver la logique d'indépendance. Il faut cultiver la logique d'indépendance. Quand tu es une personne qui connaît son potentiel et qui peut mettre ce potentiel en œuvre, hein, pour se réaliser lui-même, il ne s'accroche pas aux gens que parce que tu es DG, parce que tu es milliardaire. Je ne suis pas là. Si c'est que tu veux collaborer avec moi, c'est strictement sur le plan professionnel, tenant compte de mes compétences que j'apporte. Ce n'est pas une faveur que tu me fais. Si tu estimes que je suis compétent, on travaille. Si tu estimes que je ne suis pas compétent, que tu vas plutôt faire appel à moi parce que tu veux me faire des faveurs. Je refuse les faveurs. Moi, je ne veux pas les faveurs. Je veux qu'on tienne compte de mes compétences. Et par conséquent, la logique de domination, par le pouvoir mystique aussi, certains en abusent. Ils hypnotisent les gens parce qu'ils maîtrisent cet art. Ils hypnotisent les gens et ils leur font subir des sévices. Donc, tous ces pouvoirs-là, y compris le pouvoir psychologique de manipulation, les grands manipulateurs sont des grands psychologues. Voilà. Donc, les pasteurs, les prêtres, les psychologues, les gynécologues et tous ces gens-là. Voilà. Et les psychologues même en général. Donc, il y a aussi ce pouvoir de domination. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne le pouvoir et la domination. Au thème. Alors, on a parlé bien sûr du plaisir hein, comme élément de la richesse matérielle. Et tout à l'heure, c'était le pouvoir et la domination. Alors, prenons ce côté, ce pan de sexualité comme élément du bien-être. La sexualité de nos jours est devenue un élément du bien-être. La sexualité dans la pensée africaine était quelque chose de sacré. La dernière émission qu'on a faite était intitulée l'avant-dernière, je crois. C'était l'avant-dernière. La dernière émission, c'était sur... la dernière émission, c'était sur quoi encore là? C'était sur... Parce que l'avant-dernière, c'était le mystère de la danse sacrée, introduction au pilonnage gnostique. Voilà. C'est là où on a parlé de la sexualité comme quelque chose de sacré. Et la dernière émission qu'on a faite était sur quoi encore là? En tout cas, on va se rappeler. On va se rappeler. Donc, la sexualité dans la pensée africaine est essentiellement sacrée. Oui. C'est la raison pour laquelle les parents dormaient dans les chambres séparées. Et la femme n'allait vers l'homme que lorsqu'il fallait, pendant la période où il fallait procréer. Voilà. Et pendant que la femme est en période menstruelle, elle n'approchait pas l'homme. Elle ne cuisinait pas. Elle ne touchait pas les choses. Parce qu'elle était impure. Elle était impure. Et c'est la raison pour laquelle, c'est même les raisons de la polygamie. Voilà autant de raisons pour la polygamie. Ça veut dire que comme les deux ne voient pas les écoulements au même moment,
Pendant que celle-ci est en cette période, l'autre peut faire les travaux, n'est-ce pas? Et aussi, pendant que l'autre a conçu et qu'elle allait l'enfant, l'autre de temps en temps peut aussi aller visiter l'homme. Donc, rien que le fait que les hommes et les femmes dormaient dans des chambres séparées montre déjà que la sexualité n'était pas vraiment au centre des intérêts. C'était essentiellement pour la procréation. Donc, aujourd'hui, les hommes et les femmes dorment sur le même lit. Bon, moi, je ne vais pas cacher. Pour l'instant, je dors encore sur le même lit avec ma femme. Mais ça ne veut pas dire que le pilonnage se passe chaque nuit. Parce qu'il y a les hommes qui ne laissent pas respirer les femmes. Et ce sont ces hommes qui transforment leurs femmes en prostituées, sans le savoir. Parce que quand tu pilonnes la femme chaque nuit, il suffit que tu t'absentes une semaine. L'habitude étant une seconde nature, le corps va commencer à réclamer. C'est ça. Et donc si elle part voir quelqu'un à côté, ne te plains pas. Ne te plains pas, c'est toi qui l'as mis dans ce rythme-là. Que chaque jour, le pilonnage est gnostique et gnoxique. Voilà. Tu ne laisses pas de répit, pas de repos. Donc, effectivement, la sexualité aujourd'hui est devenue une partie de plaisir. Et il y a donc celle qu'on appelle les filles de joie. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a aussi les hommes de joie. Les tatas là, hein, les gays. Voilà, c'est comme ça, les homosexuels. Ils sont aussi devenus les hommes de joie. C'est-à-dire que au début, à un certain moment, c'était d'abord les filles de joie. C'est-à-dire, il y a les putes des bas quartiers qui se placent au bord de la route pour attendre les clients. Et il y a celles qu'on appelle les putes de luxe. C'est-à-dire qu'elles font des postes et sur la base de ces postes, elle part déposer dans les hôtels et puis maintenant on l'appelle. Bon, quand on a besoin d'une femme qui a les grosses fesses ou d'une femme qui est brune, très brune comme Mahat, ou d'une femme qui est grande de taille, ou d'une femme qui est mince, ou d'une femme qui est grasse, ou d'une femme qui est courte. Donc en fonction des goûts, on choisit la photo ou la vidéo et puis on appelle. Voilà. Il y a certaines qui le font. Mais tu la vois en journée, elle ressemble à une femme très très digne. Parce qu'elle ne se place pas au poteau. Mais si on te dit ce qu'elle fait, c'est horrible. C'est qu'on lui fait subir dans les hôtels. C'est horrible. Voilà. Donc, la sexualité est donc devenue un objet de plaisir. La sexualité a été réduite à un jeu et à une marchandise. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui savent que son sexe, c'est la marchandise. Hein? Si elle veut de l'argent, elle sait ce qu'elle a à faire pour pouvoir avoir de l'argent. Son fonds de commerce. Son fonds de commerce. Et il y a des hommes maintenant, aujourd'hui, que eux aussi, leur rectum est devenu un fonds de commerce. Ça, c'est quand même, on vit dans, c'est-à-dire, un univers satanique incroyable. Donc, voilà à quel niveau le sexe a été rabaissé. La sexualité. Donc, on pilonne pour pilonner. Partie de plaisir. On jouit pour jouir. On éjacule pour éjaculer. Voilà. Donc, de temps en temps, dans les toilettes, dans les piscines, au bord des fleuves, dans les champs, hein, dans les rigoles, les caniveaux, dans les bureaux, partout, ça se passe. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de discipline dans toutes ces histoires-là. Ils arrivent même ici, ils regardent s'il n'y a personne là. Si la femme a la jupe ou la robe, le gars soulève sa main, il écarte le slip à côté, il enfile le pilon, c'est parti. Donc, les gars sont dans des bulles aujourd'hui. Même les animaux ne se comportent, les autres animaux ne se comportent pas comme ça. Les autres animaux sont très disciplinés. Tu ne peux pas voir les autres animaux faire ce que l'homme, qu'on appelle Satan là, parce que j'avais dit dans l'émission, la domination, l'art de la domination, c'était même encore comment se perd la domination mystique d'un peuple. Là, j'ai compris que Satan, c'est l'homme. Voilà. Donc, celui qui va jusqu'à la transgression, qui va à la transgression et qui instaure la logique de prédation, sans limite. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à ce qui concerne la sexualité, qui est devenue un objet de plaisir et qui est devenue une marchandise.
pour les hommes comme les femmes. Comme les femmes. Ok. Alors, c'est ici que prend fin la toute première partie de notre sujet. Qu'est-ce que le bien-être? On a défini bien sûr qu'est-ce que le bien, ainsi que l'être. Et on a jumelé les deux, le bien-être, qu'est-ce que c'est. On a vu les différentes formes ou bien les différents éléments de ce bien-être, en passant déjà par la conception de l'être qui est la personne vulgaire, disons-le ainsi. On va poursuivre cette fois-ci, on va véritablement entrer dans notre sujet et voir très bien ce que nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, pensaient de ce qu'on appelle le bien-être. A tout de suite. Le bien-être tel que nous l'avons si bien dit tout à l'heure ne se résume pas à un confort matériel ou à des apparences. Il est un état d'alignement profond entre le corps, l'esprit et l'âme dans le respect des lois naturelles et spirituelles que nos ancêtres appelaient bien sûr Mahat. Retrouver le bien-être, c'est retrouver notre vérité intérieure, sortir du chaos, revenir à l'essentiel, au souffle, au silence, à la conscience. C'est faire la paix avec soi-même pour mieux s'ouvrir au monde. Nous allons comprendre bien sûr avec ces différentes conceptions, les conceptions mahatiques du bien-être. Alors le bien-être, frère Todd, au niveau de la connaissance de la vérité. Le bien-être, en réalité, nous avons défini bien, nous avons défini être. Oui. Et il faut, pour ne plus nous répéter, il faut savoir que l'être c'est la vérité et la vérité c'est l'être. La vérité est de l'être et l'être est la vérité. Et cela se résume à la vie, qui est une simple et qui échappe à toute représentation, à toute quantification et à toute mensuration. La vie est donc infinie et elle est éternelle, ainsi que l'être, ainsi que la vérité, qui ne sont en réalité qu'une seule et même chose. Le bien-être en accord avec la vérité est un bien-être qui est en quête permanente de vérité et qui suit ce que nous dévoile la vérité de l'être. Et cette vérité de l'être se dévoile à travers les lois cosmiques. Au thème. Alors, à travers les lois cosmiques, on va poursuivre cette conception mahatique du bien-être. On va prendre, mais bien sûr, le pan du beau. Le beau est ce qui, d'abord, est harmonieux et équilibré. Parce que les gens disent que non, chaque personne a ses préférences, chaque personne a sa conception du beau. Mais il faut faire attention. Oui. Les gens qui ne parviennent pas à détecter le beau, c'est soit parce que ces personnes ont déjà un cliché. C'est-à-dire que si c'est une femme, si elle a un papa et qu'elle aime son papa, pour qu'un homme soit beau, il faut qu'il ressemble, qu'il ait le gabarit de son papa. Tu comprends? Là, c'est l'assimilation. Ça veut dire que tu ne connais pas la vraie notion du beau. Ou tu as un grand frère, tu es une fille, tu as un grand frère que tu aimes beaucoup. Hein? S'il est court et musclé, tu veux que tous les hommes ressemblent à ton grand frère, court et musclé, tu dis que là, vraiment, l'homme qui est court et musclé, là, est beau. S'il est grand de taille, hein, avec un grand gabarit, il faut que tous les hommes que tu vas rencontrer ressemblent à ton grand frère. C'est là où tu vas dire que ce sont des beaux hommes. Alors que même au niveau du visage, tu es incapable de détecter les signes de beauté. Il y a les gens qui sont incapables de te dire que ceci est beau ou n'est pas beau. Ils sont dans une logique d'assimilation. Tu comprends? Oui. Voilà, et ils sont nombreux qui sont dans ça. Maintenant, ceux qui ont l'art dans le sang savent distinguer. Moi, quand je choisis une femme, hein, c'est difficile comme je viens de dire que la femme n'est pas belle. C'est difficile. Ça dit que quand je dis là que je vais, voilà celle que je veux. C'est parce que Mahat est déjà mariée. Sinon, j'aurais commencé à dire à Mahat que dis donc, tu crois que ça se passe comment? Bon, bref, juste pour dire, quand quelqu'un qui maîtrise l'art du beau, quand la personne fait le choix, hein, que ce soit le choix d'un vêtement, bon,
Quand vous me voyez vêtu là, dites-moi que mes vêtements ne sont pas beaux. Attendez que je me lève même un peu pour que vous me voyez. Vous ne me voyez pas bien. Il faut que je me lève d'abord pour que vous me voyez bien. Donc, dites-moi que mes vêtements ne sont pas beaux. Dites-moi que ma chaussure n'est pas belle. Voilà. Dites-moi que ces vêtements ne me vont pas bien. Voilà. Voilà, il faut parler avec les exemples à l'appui. Voilà. Donc, l'harmonie, la beauté, c'est l'harmonie. L'harmonie des formes, l'équilibre des formes, l'harmonie des couleurs. Hein? Voilà, c'est ça qu'on appelle la beauté. Maintenant, il y a l'éclat. Et cet éclat, ce n'est pas le temps. C'est le jaillissement extérieur de l'âme. La beauté de l'âme qui jaillit à travers le regard et l'aspect du visage. Quelqu'un qui est beau à l'intérieur, ça se reflète sur son visage. Tu comprends? Quelqu'un qui est laid et noir à l'intérieur, on découvre qu'il n'y a que la tristesse, l'amertume et la méchanceté. Donc, il y a la beauté extérieure, l'équilibre des formes, l'harmonie des couleurs, hein? Et maintenant le jaillissement, l'éclat. Tu vois, ça, quand je parle de l'équilibre des formes, tu ne peux pas tu ne peux pas avoir 1,70 m et tu as un pilon qui arrive jusqu'au genou ici là. Hein? Ça c'est quoi ça? Il ne s'est pas formé seul. Mais ça c'est pour tuer les filles des gens. C'est pour massacrer les filles des gens. Donc, il y a l'équilibre, la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que si tu as un fessier hein, conséquent, ce fessier doit être équilibré avec les cuisses. Et ça doit passer en allant comme la guitare. Voilà. Pas que tu as les gros pieds hein, avec des petites cuisses. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre. Donc il y a l'harmonie des formes. C'est ça que moi j'entends par beauté. La beauté c'est l'harmonie des formes. Et le deuxième aspect de la beauté, c'est le jaillissement extérieur de la beauté intérieure. Cette beauté intérieure relève d'un bien-être intérieur. On est à l'aise, on est content, on est gai, on est fier de soi. Hein? On est en santé. Et c'est ça qui éclate sur le visage. Ça dit, le bien-être intérieur manifeste un éclat de beauté aussi. Voilà. Toujours un petit sourire de temps en temps. Mais pas, on ne rit pas aussi à tout moment. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de rire là. Ils sont comme des fous quoi. À tout moment. Voilà donc, il y a ça. C'est ça la beauté. C'est ça le beau. Et maintenant, est beau donc. Ce qui plaît aux organes de sens. Ce qui attire les organes de sens. C'est ça la beauté. Mais la beauté au sens générique, c'est l'harmonie des formes, c'est l'équilibre des formes et le jaillissement de l'éclat intérieur. Ça, c'est au sens générique. Maintenant, il y a les gens qui ont des préférences. Il y a ceux qui aiment les femmes noires, d'autres qui aiment les femmes brunes. Il y a ceux qui aiment les femmes slimées, d'autres qui aiment les femmes rondes, et d'autres qui aiment les femmes grandes de taille, d'autres courtes, et les hommes, et les femmes pareilles, qui aiment les hommes et mannequins, stylés comme moi, d'autres qui aiment les hommes baraqués avec des gros biceps comme ça, qui vont les soulever, les jeter et les récupérer et tout ça. Voilà. Et il y a d'autres qui aiment des hommes grands de taille. Voilà, pas forcément musclés, mais grands de taille. Il y a d'autres qui aiment des filles qui aiment des hommes bruns. Il y a des filles qui aiment des hommes noirs. Il y a des filles qui aiment des hommes poilus. C'est-à-dire que quand il ouvre sa poitrine, on voit beaucoup de plumes. Elle se couche là, elle fait la tête comme ça sur ça. Donc il y a tout ça. Là, ce sont les particularités. Mais on retient le générique. Oui. L'équilibre des formes, l'harmonie des formes et le jaillissement de l'éclat intérieur. On va poursuivre avec, bien sûr, la connaissance de l'amour dans le bien-être, bien sûr. L'amour relève de la beauté. L'amour est quelque chose qui entre dans le domaine de la séduction. Dans le domaine du plaisir aussi. Parce qu'on a parlé du plaisir en amont. Oui. Et ce plaisir revient ici. Le plaisir, c'est-à-dire lui-même naît d'abord du désir. Et le désir naît de la beauté. Hein, de ce qui attire, ce qui nous attire, ce qui nous charme. Voilà. Donc, de l'excitation extérieure. L'amour est donc
le sentiment qui naît de l'excitation extérieure, c'est-à-dire de la contemplation de la beauté, ou d'un besoin. Hein? C'est-à-dire l'amour peut aussi naître d'un besoin qu'on a. Et ce besoin devient amour parce qu'une fois qu'on a été satisfait, on commence à aimer cette chose-là. Voilà. Le besoin du pilon, par exemple. Une jeune fille qui n'a pas encore connu le pilon. À un certain moment, elle commence à avoir les démangeaisons. Et elle manifeste ça. Par sa démarche, parfois elle commence à danser seule devant les gens. Et tout ça. Ça dit ce sont les hormones qui agissent. Maintenant, c'est un besoin biologique du pilon. Et le jour où elle goûte au pilon, si le jour-là, elle rencontre un monsieur qui a un pilon anacondaïque, ça dit qu'il arrive jusqu'au genou et qui est costaud comme le pilier d'Osiris, là, elle sera traumatisée. Les premiers jours, elle va commencer à fuir les hommes. Elle va croire que tous les hommes sont comme ça. Surtout si c'est l'homme là qui la dévierge. Voilà. Mais si elle rencontre un gars qui a quand même un pilon moyen là, 17 cm avec quand même une taille, un genre là. Donc, tu as même les centimètres. 17 cm. Et qui sait utiliser son engin. Parce qu'il faut que ça soit d'abord raide, dur. Et qui sache utiliser, faire usage de cet engin en maîtrisant le corps de la femme. Le jour là, même si la fille là se marie plus tard à quelqu'un d'autre, elle ne va jamais oublier ce pilon. Jamais. Ce pilon reste gravé dans la tête. Pire encore si l'homme là l'entretenait bien. Et que ce qui les a séparés, c'était la distance. Je te jure que s'ils se revoient, la femme là va abandonner le mariage pour aller avec le type là. Mais si c'est que c'était le conflit, la violence, les déceptions, la négligence et tout ça qui les a séparés là maintenant, elle va seulement se rappeler du pilon, mais quand elle va se souvenir de toutes les souffrances, elle va dire que non, non, dis donc. Si c'est pour rentrer seulement pour le pilon, je refuse. Donc, et cela montre que les vraies femmes ne sont pas accrochées au sexe. Ce qui maintient la femme auprès de l'homme, c'est l'homme qui a des choses moyen, qui rassemble beaucoup, tout, presque tout. Il est intelligent, il se bat au lit, il entretient bien la femme, il est tout ça dynamique, il est ambitieux. Bon, si l'homme alors atteint maintenant 90% de ses capacités-là, alors là, il devient l'ange que toutes les femmes cherchent. C'est-à-dire que le gars là, il est très intelligent. Le gars là, il est très élégant. Le gars là, il est très mignon. Il est très dynamique. Il est puissant, il est courageux. Au lit alors, c'est le maître du Kama Sutra. Donc, alors là, la fille là, toutes les filles sont derrière toi. C'est ça. Et là maintenant, l'homme là aura les problèmes parce que il aura l'embarras du choix. Là maintenant, l'homme aussi, par sa vertu intérieure, par les limites morales qui se fixent, il va donc commencer lui-même à avoir des critères de sélection. C'est-à-dire que je ne vais pas avec une femme parce qu'elle colle sur moi. Je ne vais pas avec une femme parce qu'elle est belle physiquement seulement. Je ne vais pas avec une femme parce qu'elle a l'argent ou parce qu'elle est puissante. Non. Je vais avec une femme parce qu'elle a des valeurs intrinsèques, des bonnes qualités, un bon comportement. Elle-même, elle est intelligente et tout ça. Elle peut m'apporter à travers les dialogues et les conversations. Elle peut me donner des bonnes idées. N'est-ce pas? Elle peut m'assister dans mes activités. Elle peut faire la promotion de mes activités. Voilà. C'est ça qu'on appelle aussi une bonne compagne. Elle peut me faire des enfants forts, intelligents. Parce qu'il y a des femmes que tu fais des enfants avec elles, ils sont toujours comme des mollusques et des mongols. C'est aussi parce que les hommes ne prennent pas le temps d'évaluer les histoires des registres, de groupes sanguins et tout ça. Hein? Et parfois, il y a donc des rencontres qui donnent accidentellement des enfants vraiment qui ne sont pas, ça, maladifs. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne l'amour, on parlait, la connaissance de l'amour. Voilà. L'amour est donc cette attraction naturelle, pour conclure, en termes d'amour. L'amour est donc cette attraction naturelle qui a pour but d'unifier les corps, de faire fusionner les corps. Et de cette union doit naître une progéniture. Parce qu'un amour entre deux hommes ou un amour entre deux femmes ne produit rien. C'est un amour stérile. Au contraire, ça les détruit. Surtout entre les hommes. Parce que chez les femmes, même moi, je ne sais même pas ce que vous faites souvent. Vous léchez, vous faites quoi? Vous utilisez les trucs artificiels. Vous utilisez les pénis artificiels. Oui, mais qu'est-ce qui détruit l'homme? C'est la pénétration anale. C'est ça qui détruit. Donc non seulement biologiquement, mais psychologiquement. Ça détruit. Donc,
Si moi j'étais chef d'État, hein, et que je découvre 2 hommes en train de faire ce genre de choses. Bon, je ne vais pas parler parce qu'on m'a dit que si le type un jour il a des ambitions politiques, il va commencer à tuer tout le monde. Moi, je ne veux pas tuer les gens. J'ai d'autres méthodes de châtier ce genre d'individus. Voilà. Hein, j'ai d'autres méthodes de châtiment. Donc, voilà ce que je pouvais dire dans cette attraction naturelle, basée sur la séduction et qui suscite le désir et plus tard la volonté de s'unir et qui suscite aussi le plaisir plus tard et la procréation. Tout à l'heure, hein, vous avez mentionné l'harmonie. Alors, qu'est-ce que l'harmonie dans le bien-être? L'harmonie, c'est les accords entre les choses. Matt et moi sommes en harmonie. Matt n'est pas ma femme. Matt n'est pas ma copine. Il n'y a aucune relation amoureuse entre elle et moi. Il y a une compatibilité professionnelle. Et comme elle est aussi intelligente, c'est une femme très intelligente, elle comprend vite. Elle assimile vite. Quand j'ai connu Matt, Matt n'était pas Kamit. Matt est devenue Kamit. Aujourd'hui, elle est capable de défendre la cause Kamit sans que je ne sois là. Donc, c'est une femme intelligente. Et cette intelligence a créé une certaine harmonie entre nous. Très facilement, la collaboration est vraiment fluide. Elle est très bonne. Et elle m'a été une femme très bien éduquée. Elle est respectueuse. Souvi, si je mens, il faut que tu dises quelque chose ici. Parce que les gens vont dire que je fais les éloges de Matt. Toi-même, depuis que tu connais Matt, dis-moi si tu te plains de quelque chose. Jamais. Voilà. Donc, en fait, c'est pas pour dire que tu es parfaite. Non. Tu sais aussi que... On dit que la perfection même n'est pas... Tu sais qu'au début aussi, j'ai été rigoureux avec toi. Bien sûr. J'ai dit que les coiffures, là, il faut améliorer les coiffures. Sinon, on ne tourne plus, on ne fait plus les émissions. Matt a dit que j'ai compris, papa, je vais changer. Et effectivement, je suis très satisfait parce que c'est adapté au contexte. Et je pense que, comme elle est devenue maintenant Kamit, elle ne va plus jamais se comporter comme nos sœurs qui sont de l'autre côté. Donc, comme j'étais en train de le dire, effectivement, l'harmonie, c'est l'accord que les choses ont entre elles. Un accord équilibré. Qui fait que quand je dis, Matt, on tourne vendredi ou samedi, Matt commence à préparer l'émission la veille ou 2 jours avant. Quand elle arrive, elle se met dans les dispositions psychologiques pour pouvoir faire l'émission dans de bonnes conditions. Et à chaque fois qu'on a toujours fait l'émission, c'est vrai qu'au début, c'était pas très facile, mais elle s'est bien adaptée. Aujourd'hui, c'est très fluide. Et moi, je suis très satisfait de ce travail. Merci. Donc, quand une chose vibre d'un côté, cette vibration se transmet et il y a une réaction. Et cette réaction est mutuelle. C'est l'équilibre entre les relations. Voilà, l'équilibre. L'harmonie, c'est l'équilibre, la compatibilité entre les choses. Donc, pour ne pas trop m'étendre. Pour ne pas... Maintenant, on va parler du bien-être de soi-même. C'est quoi? Le bien-être de soi-même, c'est d'abord vivre en conformité avec les principes moraux que nous avons acquis de nos familles. N'est-ce pas? C'est-à-dire de notre tradition, les préceptes moraux. Et vivre en accord avec ce qui nous va. C'est-à-dire que si moi, je n'aime pas les personnes agressives, je ne vois pas pourquoi je vais m'entourer de personnes agressives. N'est-ce pas? Le bien-être en soi est d'abord celui qui consiste à être en accord avec soi-même, en ce qui concerne ses besoins, en ce qui concerne la morale même, la vie vis-à-vis des autres. Comment? Si tu es heureux en toi-même, si tu es véritablement heureux, tu vas répandre ce bonheur autour de toi. Donc, c'est là où on sent les personnes qui sont véritablement heureuses. Hein? Quelqu'un peut être milliardaire, mais il n'est pas heureux. Autour de lui, c'est le chaos, la haine et tout ça. Il est désagréable. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas heureux. Donc, le bien-être en soi est d'abord l'équilibre physique, biologique, l'équilibre mental, l'équilibre spirituel, en accord avec les préceptes de la société, de notre tradition, et en accord avec les lois de l'univers. Alors, on parlait tout à l'heure des différentes connaissances, bien sûr,
relative au bien-être. On a parlé de l'amour, on a parlé de l'harmonie, on a parlé de vérité. Maintenant, allons dans les nécessités. Est-ce que, quelles sont les nécessités ou bien quelle est la nécessité de la vie dans le bien-être? La vie est au centre. La vie, c'est l'être. La vie, c'est la vérité. Si on ne vit pas, le bien-être viendra de quoi? Donc c'est la vie même qui est le fondement. C'est pour ça que tout bien-être doit concourir à faire la promotion de la vie, Oui. de la protection de la vie et de la perpétuation de la vie. Ça, c'est le fondement. Parce que le bien-être tire sa source de la vie, est ancré en la vie et est nourri par la vie, animé par la vie. Par conséquent, tout bien-être doit viser la préservation de la vie, la promotion de la vie et la perpétuation de la vie. Au TEP. Perpétuation de la vie et la force maintenant. La force, c'est pour ça qu'il faut bien manger pour avoir la force. Parce que si tu n'as pas la force, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas penser. Si tu n'as pas la force, on ne peut pas faire des émissions. Parce qu'il faut gravir une colline. Mais je rappelle aux gens que, j'espère que le frère Souvi a calé ces images. On monte la colline pour arriver ici. C'est la sanction, pas du mont Sinaï, du mont Mandara, hein, du mont Kilimanjaro, du mont Cameroun. Voilà. Donc, et pour montrer à nos téléspectateurs, à nos chers abonnés, que nous tenons beaucoup à l'éducation des masses, à la conscientisation de notre peuple et au bien-être futur de notre peuple, ainsi que les générations futures. Donc, il faut avoir la force. C'est la force qui est le carburant qui anime toutes les activités, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient physiques, etc. etc. Au TEP. La nécessité de la force, qu'en est-il là? Bien sûr, de la nécessité de la santé. Effectivement, la santé fait partie des 3 piliers dans le domaine de la nécessité. Il y a la vie, il y a la force et il y a la santé. Si on n'est pas en santé, chez nous, les salutations chez nous, les étonnes, quand on te demande qu'on est là, on dit Ncharutala ou bien Metala, Metaba. Hein, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on te dit comment tu vas, tu réponds je suis debout. C'est-à-dire que je me suis levé et je suis tendu. C'est-à-dire je suis debout et tendu. Voilà la bonne salutation. Parce que quand l'homme est malade, ça ne se tend pas. Ça c'est la vérité. Quand l'homme n'est pas en santé, ça ne se tend pas. Vrai ou faux, vous qui m'écoutez là, c'est pas... La bonne salutation, quand on te demande comment tu vas, toi l'homme, le masculin, tu dis je suis debout et tendu, c'est-à-dire l'angle droit. Voilà. En ce moment, on confirme que tu es en santé. Chez la femme, elle va dire je suis debout et tendu parce qu'elle-même elle se tend. Mais sauf que sa tension est invisible. Voilà. Cette tension est cachée. La tension voilée de la femme. Donc c'est la bonne salutation en fait. Donc voilà, en réalité la santé est donc aussi la seule possibilité, hein, de permettre aux gens d'être en activité. Quand on est en santé, on peut produire comme on produit là. Si j'étais malade, on ne devait pas être ici aujourd'hui. Si tu étais malade, tu ne devais pas être ici aujourd'hui. Et les activités physiques, les activités intellectuelles, les activités de tout bord, y compris les activités spirituelles, il faut être en santé pour pouvoir le faire. Nous avons donc vie, force et santé. La trilogie de la salutation, de l'élogie de Kama, Tameri, de l'Égypte pharaonique, Ankh, Uja, Seneb. Donc, désormais, tu retiens cette formule. Ankh, vie. Oui. A-N-K-H. Ankh. En fait, c'est Anek, Ini. Ane. C'est ça. Ini, Inia. La vie. Ankh. Oui. Voilà. Uja. O-U-D-I-A-D-D-J-A. Oui. Ça veut dire la force. La vigueur. Voilà. La force et la vigueur. Et Seneb, S-E-N-E-B, santé. Ankh, Uja, Seneb. Voilà. Tu vois que c'est la formule là qui fait partie des piliers du bien-être. Quand tu as la vie, il faut avoir la force.
et il faut avoir la santé. Quand les trois sont combinés, tu es dans le compte. Otep. Alors, les nécessités, on va poursuivre cette fois-ci, on va aborder la nécessité dans la connaissance des lois cosmiques et des normes traditionnelles. La nécessité de la connaissance des lois cosmiques, c'est de vivre en connaisseur. C'est-à-dire que quand la saison sèche arrive, tu sais ce qui se passe pendant la saison sèche et tu te prépares pour entrer dans la saison sèche. Quand la saison pluvieuse arrive, tu sais ce qui se passe pendant la saison pluvieuse. En termes de maladies, d'épidémies, machin, tu entres dans la saison pluvieuse et tu te prépares à bien vivre pendant la saison pluvieuse. C'est ça la connaissance des lois. Puisque c'est la nature qui nous montre ça. Tout à fait. Donc si tu es sur un arbre, tu sais que si tu te laisses tomber, tu vas t'écraser. Alors, tu dois apprendre à descendre, à monter l'arbre. Voilà. Donc, la connaissance des lois nous permet de bien vivre. Nous permet de bien vivre au quotidien. Et nous permet de bien organiser notre vie et de mieux nous projeter vers le futur. La connaissance des lois de la nature, on va peut-être faire toute une émission sur les lois de la nature. Maintenant, la connaissance des préceptes moraux traditionnels, respect des interdits. Tous les enfants doivent respecter les aînés, ils doivent respecter leurs parents. On ne doit pas cracher sur l'eau, on ne doit pas déféquer sur l'eau, on ne doit pas jeter les animaux morts sur l'eau, les dépouilles d'animaux, hein, des corps humains. Donc, parce que les fleuves sont les autoroutes des esprits, des ancêtres, et sont aussi les lieux de purification. Les fleuves et les rivières, ainsi que les ruisseaux et les marigots, ils doivent donc être purs. Les lieux sacrés doivent être purs. La chambre des parents doit être pure. La maison doit être propre. Et tout ça. Maintenant, il faut honorer les ancêtres. Il faut commémorer les parents décédés. Tout ça. Il y a les habitudes alimentaires qu'il faut respecter. Comme chez nous, on ne mange pas le serpent. Et puis moi, je ne mange pas le poisson silure. Donc chez moi, à la maison, on ne mange pas le poisson silure. Sauf si ma femme a cette envie particulière. Mais si elle est enceinte de mon enfant, elle ne peut pas manger ça. Donc, et puis mon fils ne mange pas le porc et tout ça. Donc, il y a ça. Le respect des aliments, des interdits alimentaires. La connaissance des totems de chaque communauté. Quel est le totem dominant? Est-ce que c'est le léopard? Est-ce que c'est la panthère? Est-ce que c'est le crocodile? Est-ce que c'est le ngui, c'est-à-dire le gorille ou le chimpanzé? Est-ce que c'est le faucon? Est-ce que c'est l'aigle? Il faut connaître ça. Donc, le respect des préceptes moraux et des normes traditionnelles nous permet d'être en conformité avec nous-mêmes et en conformité avec notre communauté, en conformité avec notre famille. Parce que le bien-être, il est non seulement individuel, mais il est aussi collectif. Un bien-être individuel n'a aucun sens en Afrique. Parce qu'on est, parce que les autres sont. On ne peut pas être si le père et la mère ne sont pas d'abord là préalablement. Et si eux-mêmes n'ont pas eu des parents. Donc forcément, on est parce que les autres sont. Par conséquent, aucun bien-être individuel ne peut être possible dans une Afrique consciente. Sauf dans une Afrique aliénée comme celle d'aujourd'hui, où les gens ne pensent que à ravitailler leur ventre, à détourner les fonds pour s'enrichir individuellement au détriment du peuple. Donc, en ce sens, le bien-être doit fondamentalement être un bien-être collectif. Alors, en si peu de mots, comment préparer sa mort? Préparer sa mort, c'est simple. Préparer sa mort, c'est connaître les devises de la communauté, de sa communauté. Chez nous, on dit l'homme est homme, que ce soit donc l'homme d'abord le masculin, parce qu'il a bâti une maison. Il s'est marié, il a fait un champ, il a fait des enfants et il a éduqué ses enfants. C'est ça, l'homme est homme chez nous. Maintenant, plus encore, il faut respecter les normes traditionnelles que je venais d'énumérer pour bien vivre au sein de la communauté et espérer être bien accueilli par les ancêtres. En plus de ça, il faut travailler pour le bien collectif, pour l'intérêt collectif, pour le bien-être collectif. En ce moment, on devient le héros. C'est le travail que je fais depuis. Je m'attire parfois des ennemis parce que je dis des vérités. Mais les gens savent que ce que je dis est vrai. Et ces gens, ces gens ne veulent pas quitter leur champ d'intérêt, soit par ignorance, soit par des intérêts particuliers, soit par degré de compromission. Ces gens commencent seulement à me détester, à devenir jaloux. Or, moi je travaille pour tout le monde. Moi j'aime tout le monde. Maintenant, est-ce que j'aime les homosexuels? Je les aime en tant qu'humains. Oui. Maintenant, bien de leur pratique est satanique et je hais cette pratique-là.
Voilà. Ça veut dire que quand ils ont fait le choix, c'est vrai que certains subissent des viols. Là, on peut comprendre. Mais ils ont subi des viols. Tu ne peux pas passer en route là. On te viole. On t'a violé parce que tu es dans les boîtes de nuit et tu es mal accompagné. On t'a violé parce que tu t'es retrouvé dans un endroit où tu ne devais pas te retrouver. Hein? Donc, parfois aussi, nous-mêmes, nous sommes fautifs à la base. Donc, tout simplement, ce que je peux dire, la meilleure manière de préparer sa mort, c'est de vivre en conformité avec l'ordre traditionnel, l'ordre sociétal traditionnel, pour être en harmonie avec son peuple, sa communauté, sa famille, et vivre en harmonie avec les lois de l'univers. Et troisièmement, être au service de sa communauté, œuvrer pour le bien-être de tout le monde, travailler pour la vérité, œuvrer pour la vérité, la justice, l'ordre et l'équité, c'est-à-dire être le gardien de la marque. Hotep. Alors, Fred Toth, c'est ici que prend fin cette toute autre production. Un mot pour ceux qui voudraient bien sûr apprendre les scribes et bien d'autres, avoir plus de connaissances par rapport à l'école. Voilà, effectivement, je le répète à chaque émission, j'ai initié les cours sur les textes sacrés négro-africains, notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de sortie à la lumière qu'on appelle vulgairement le livre des morts des anciens égyptiens. On aura aussi le temps d'étudier le livre de la vache du ciel, le livre de l'âme d'Ouad, le livre des portes, le livre des respirations, etc. etc. J'ai lancé une série de cours avec une première vague qui est constituée d'environ 14 personnes. Et nous sommes déjà à 3 mois de cours et les cours sont véritablement profonds et très enrichissants, très captivants. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent, celles qui m'écoutent savent toujours que quand je parle, c'est comme une sorte de magnétisme qui colle les gens et qui anime les gens. D'autres disent que je suis parfois dans le tragique-comique. En même temps, j'enseigne, en même temps, je fais rire. Et c'est ça qui fait que ceux qui m'écoutent ne dorment pas. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on écoute, on écoute, les gens commencent à dormir. Moi-même, dans les amphis, c'est comme ça que je suis. Donc d'abord, un vrai Shemsuhor, très vigoureux et très inspiré. Donc, les cours, je les ai lancés il y a déjà 3 mois. Et puis, il y a la deuxième vague. Actuellement, je suis à 6 personnes d'inscrits. Quand je vais atteindre le quota de 12 personnes ou 13, je vais lancer. Même à partir de 10 personnes, je peux déjà lancer la deuxième vague. Donc, invitation aux sœurs et aux frères de combat de venir étudier nos textes sacrés afin de comprendre leur dimension mystique via la logique totémique négro-africaine, via le symbolisme ésotérique hermétique négro-africain, via le langage imagé, via le langage allégorique négro-africain, afin de découvrir la dimension initiatique de ces textes sacrés. C'est très important de le faire parce que ça va permettre à chaque père de famille, à chaque mère de famille, ou à chaque futur mère ou à chaque futur père de pouvoir bénéficier de ces connaissances et d'être disposé à les transmettre à leur progéniture, à leurs petits frères, à leurs petites sœurs et à leur partager ces connaissances avec leur famille. Au même titre que les prêtres de l'église catholique, les pasteurs des églises de sommeil, des églises protestantes et tout ça font sur la Bible, l'herméneutique de la Bible, l'exégèse de la Bible, au même titre que les musulmans, les imams et autres le font avec le Coran, au même titre que les Africains doivent apprendre à connaître leurs livres sacrés. Donc, bienvenue, tous ceux qui sont intéressés par ces études peuvent me contacter par le plus 237 655 74 27 84 ou par le plus 237 676 40 74 40. Hotep, n'oubliez pas de nous encourager en faisant des dons de caméras, des dons de drones, des dons de tout genre, y compris des mains levées, parce que j'entretiens bien mon équipe, Mahat Souvi, qui est le technicien. Nous nous déplaçons à chaque fois pour faire ces émissions. Nos appareils que nous utilisons pour l'instant ont été faits à mes propres frais. Il est vrai que de temps en temps, je reçois aussi des soutiens des sœurs et des frères de combat, mais nous avons besoin d'enrichir notre nos équipements, etc. Nous aurons besoin des drones. On aura besoin d'aller faire des tournages au bord des grands fleuves et tout ça. Donc, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire pour cette émission. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un commentaire. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de
d'appuyer sur la cloche de notification, c'est-à-dire vous appuyez sur la cloche, on va écrire tout, vous appuyez afin que chaque fois qu'il y a une publication à Teouti Sekem, vous puissiez être notifié. OTEP, à la prochaine. Merci d'avoir été parmi nous, que la lumière de la Mahad vous éclaire ou bien éclaire ton chemin, toi qui me regardes. À très bientôt. OTEP pour un autre thème.